il a le patriotisme de Sankara, il a le patriotisme de tout le peuple burkinabé. C'est sur cette base qu'il a parlé pour, un mot que je trouve diplomatique, dénoncer certaines habitudes et certaines pratiques, même s'il y a un intrus là-bas qui se croyait obligé de répondre à son jeune frère. Traoré n'est pas ton jeune frère, parce que toi, tu es le porte-drapeau du colonialisme et Traoré est le porte-parole de ceux qui veulent libérer l'Afrique. Il n'avait pas le droit de répondre là-bas, chacun dit ce qu'il pense, ce qui le concerne, et non répondre, faire un dialogue entre chefs d'État. Les Africains sont comme ça, même à l'étranger, ils n'hésitent pas à se ridiculiser mutuellement. Est-ce que tu imagines des Asiatiques, des Américains en train de donner ce triste spectacle d'un ancien président mourant, sortant, en train de massacrer son peuple, en train d'embastiller les opposants en vue? Il va répondre à Traoré. Sur quelle base? Alors, Traoré, à ce sommet, s'est fait porte-parole d'une certaine génération. À quelle génération fait-il allusion selon vous, Tchamsi? Oui, tout simplement à la nouvelle génération de jeunes Africains qui sont en train de monter au créneau. En fait, Traoré selon moi, il n'a rien dit d'extraordinaire parce qu'il n'a fait que dire la pure et la simple vérité. Qui aujourd'hui ne sait pas que nos chefs d'État dansent quand les impérialistes tirent les ficelles? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas aujourd'hui que les présidents africains s'en vont mendier partout dans le monde entier, de quoi, je ne sais même pas, détourner même, parce que quand ils s'en vont mendier les financements, c'est pour les détourner après. Et donc, Traoré n'a fait que dire une pure et simple vérité à la face du monde. Et c'est un jeune, comme l'a dit le doyen Kegewe, c'est un jeune, il parle direct, il est droit. Et il a hérité cela de notre cher Thomas Sankara, qui est parti trop tôt. Je pense qu'il s'est réincarné en ce jeune président, qui ne fait que la fierté de la jeunesse africaine. Et donc, les propos tenus par ce dernier, moi, je me retrouve totalement dans ces propos. Je crois qu'il y a eu un travail quand même que les panafricanistes ont eu à faire pendant des années. Ce travail est déjà en train de payer. Parce qu'avant, il y a beaucoup qui avaient les yeux fermés, qui pensaient que les choses devraient être comme l'Occident le voudrait. Et donc, ce n'était pas possible de sortir des arcanes ou bien des voies tracées par l'Occident. Il faut faire tout comme l'Occident le veut. Sinon. Donc, il y a cette peur-là qui habitait beaucoup. Mais avec la prise de parole, les médias, avec la contribution de New World TV et tant d'autres, on a démontré à la face du monde que nous étions sur une mauvaise base. Et donc, il fallait réfléchir autrement. Et la jeunesse, aujourd'hui, réfléchit autrement. Donc, Traoré n'a fait que donner le ton. C'est déjà donné, hein, mais je crois que les bonnes choses attendent encore. Ceux qui sont étonnés des propos de Traoré n'ont qu'à se préparer parce qu'ils en auront beaucoup plus. On risque peut-être d'en avoir plus. Traoré, qui s'est montré, comme je le disais, porte-parole d'une certaine jeunesse, mais cette jeunesse-là dont il s'est fait porte-parole, il incarne aussi au même moment un certain Thomas Sankara à un sommet de l'Union africaine. Que dites-vous des propos tenus par Traoré et surtout de la réaction maintenant de Macky Sall? Non, allons à la réaction de Macky Sall. Quand Traoré parle de mendiant, Macky Sall réagit. Quelque part, il a raison, parce que c'est lui le mendiant en chef que les Européens ont envoyé mendier le blé chez les Russes. Pour que, dit-on, les Africains ne meurent pas de faim. Et sur 32 millions, je le répète aujourd'hui, sur 32 millions de tonnes de blé sorties d'Ukraine, à peine 1 million sont allés aux Africains qui risquaient de mourir de faim. Donc, Macky Sall étant le mendiant en chef dans l'intérêt des Européens, il y a de quoi se sentir égratigné par les propos du jeune capitaine Traoré. Traoré, comme il a dit, il dit ce que tout le monde sait. Je ne sais même pas pourquoi on devait s'en offusquer. Je ne sais pas. Mais est-ce que quelque part, Macky Sall n'était pas en droit de se sentir touché? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui avait conduit une délégation. Mais s'il se sent touché, qu'il aille se confesser ceux à qui le blé qu'il a mendié a profité. Ça ne nous intéresse pas. Il n'a pas à piailler dans une salle à Saint-Pétersbourg. Il a mendié le blé, pas pour les Africains. Si c'était pour les Africains, nous tous on le défendrait. Donc, il se sent concerné en quoi? C'est vrai ou faux? Il a mendié le blé ou non?
C'est vrai ou faux? Le blé a profité aux Occidentaux. C'est vrai ou faux? Macky Sall le sait. Il a quand même des conseillers qui connaissent les chiffres. Il devait plutôt faire son mea culpa, dire à Saint-Pétersbourg que mais si je savais, je ne serais pas allé mendier le blé chez Poutine. Parce que ce blé, il n'a pas profité à mes frères africains. C'est vrai ou faux? Finalement, le blé a été promis à 6 pays africains. Mais il a été promis, justement, si le blé de Macky Sall avait profité à ces pays, on n'en serait pas encore à leur promettre du blé gratuit. Le blé de Macky Sall n'est pas passé par là. Macky Sall doit faire son mea culpa. Et nous le prendrons au sérieux. On dira qu'au moins au départ, il était de bonne foi. Mais maintenant, il prouve qu'au départ, il n'était pas de bonne foi. Il savait que le blé ne viendrait jamais en Afrique, mais il est allé se livrer à des contorsions devant Poutine. Ce n'est pas normal. Il ridiculise l'Afrique davantage. C'est pas normal. Ouais. Alors, oui, nous allons nous en tenir au ton. Avant de commencer, le capitaine présente ses excuses à ses aînés, qu'il sentait déjà qu'il serait peut-être blessé par ses propos. Et Macky Sall qui vient, qui parle à son jeune frère, à son cadet. Que dites-vous de ce jeu de ping-pong qu'ils nous ont offert à ce sommet? Bon, pour moi, Macky Sall s'est ridiculisé, comme le dit le doyen, parce qu'il n'avait pas à répondre d'abord à ça. Il pouvait s'abstenir. Parce qu'un président qui se respecte, c'est-à-dire avec ce qui s'est passé tout récemment, où il est allé commander réellement ce blé-là, pendant que tout... le thème, hein, oui. Non, et pourtant c'est le terme. Quel terme on va utiliser maintenant? Il est allé commander le blé. Comment se fait-il que l'Afrique, qui fait 36 millions, ou bien 30 millions, oui, de kilomètres carrés, qui s'en va commander la nourriture en Europe? Même, vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré, il a remercié la Russie tout en disant que prochainement, oui, qu'ils ne reviennent plus pour venir chercher encore de la nourriture, mais qu'ils reviennent en tant que des pays souverains qui s'autosuffisent alimentairement. Comment on peut dire qu'au XXIe siècle, c'est la Russie qui décide de donner telle quantité de blé à tel pays, telle quantité de blé à tel pays, telle quantité de blé à tel pays? Ça, c'est déjà humiliant pour notre continent. Et la jeunesse africaine, aujourd'hui, ne veut plus ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de propositions aujourd'hui pour réinventer le développement de l'Afrique. Parce que si nous voulons marcher, ne serait-ce que dans les voies tracées par l'Occident, nous ne serons jamais économiquement ni alimentairement autonomes. Nous serions toujours des larbins et à chaque fois qu'ils auront besoin de nous, ils vont nous faire danser. Imaginez aujourd'hui si l'Occident décide de bloquer l'arrivée du riz en Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la majeure partie du riz que nous mangeons aujourd'hui vient de l'Asie, mais qui transite par la France et autres. Vous savez que le blé russe venait en Afrique avant, mais c'est la France qui achetait et nous revendait à 4 fois plus cher. Vous le saviez? Non. Et donc, quand la Russie décide d'offrir, ne serait-ce que du blé aux Africains, normalement, nous, Africains, on devrait se sentir un peu gênés parce que la Russie ne fait que 17 millions de kilomètres carrés. L'Afrique a plus de terres cultivables alors que la Russie est envahie par la glace. Comment la Russie va nous nourrir? Et donc, Ibrahim Traoré est dans une logique. Il a dit au prochain forum que ce soit des pays autonomes sur le plan alimentaire qui viennent. Et Macky Sall, qui vient de faire, je ne sais pas, 12 ans, il est en train de boucler la 12e année de son mandat, il doit se sentir vraiment honteux de n'avoir pas pu faire quelque chose de concret. Quand je vois souvent nos chefs d'État faire leur bilan, montrer quelques routes qu'ils ont eu à construire en 10, 12, 13, 15 ans, quelques immeubles, on pense que le développement, c'est ça. Non, le développement, c'est pas ça. Le développement, c'est de donner à la population la capacité de vivre décemment. C'est de donner à la population la capacité d'être autonome. Et ensuite, le surplus peut aider à construire ces routes, à construire des immeubles, à faire des choses et à se donner un certain train de vie. Il ne suffit pas de construire quelques routes alors que ta population meurt de faim pour que tu puisses t'applaudir pour dire oui, moi j'ai construit tel nombre de, comment on les appelle déjà, les ronds-points façon là. Les échangeurs, voilà, c'est ça même, c'est ça qui est à la mode. On prend des photos et puis on montre à la télé, on a construit. On ne mange pas les échangeurs.
Voilà. Oui, Donc, on mange la nourriture. ils sont quand même nécessaires, Bien sûr. les échangeurs, ton développement selon lesquels il faut que l'agriculture nous autosuffise et dégage des surplus pour mieux construire. Je suis tout à fait d'accord, mais en attendant, les échangeurs, les routes sont importants parce que sans ça, l'agriculture elle-même devient compliquée. Parce qu'il faut... Il faut dégager, il faut vendre, commercialiser, transporter. il faut distribuer. Voilà. Donc, moi, je crois que, bon, c'est vrai, mais c'est comme ça, mais les routes sont nécessaires. Écoutez bien. Le fait que les Africains dépendent encore sur le plan agricole de l'étranger, c'est voulu, c'est organisé. Ça, on le sait. On vous a dit de produire le café, le cacao. Combien de Togolais boivent le café le matin? Mon papa a produit du cacao toute sa vie. Il n'a jamais mangé du chocolat. Mais il produisait son manioc, son maïs qu'il mangeait. Donc on nous a orientés. C'est à nous maintenant de nous ressaisir. Voilà. On n'est pas obligé. Aujourd'hui, il y a des produits agricoles qui rapportent plus d'argent que le café et le cacao. 10 fois Donc plus. c'est à nous de nous réorienter. Et quand nous regardons autour de nous, je crois que dans beaucoup de pays, des efforts sérieux et sincères ont été engagés pour que l'agriculture prenne une autre tournure. Ok, on n'est pas là pour ça. On revient à notre jeune et brillant capitaine. J'ai vu, depuis hier, je lis sur des réseaux des gens qui s'amusent à le vilipender, à le ridiculiser. Mais naturellement, comme je le dis toujours, ceux qui sont habitués à vivre grassement aux dépens des Africains, ils n'aiment pas entendre des gens comme ça qui risquent de réveiller les Africains. Donc, ceux-là, je leur reconnais leur souci de défendre leurs intérêts parce que Traoré défend les intérêts du peuple burkinabé et partant de tous les peuples esclaves de l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors, que dire de ces propos, surtout de Traoré, jusqu'à ce qu'on revienne au prochain sommet? Il faudrait qu'on atteigne une certaine autosuffisance alimentaire, Oui. mais surtout pour les pays qui ne connaissent pas la guerre. Est-ce une tacle aux autres pays? Oui, mais il ne tacle personne, il dit la vérité toujours, il décrit la situation. Écoutez, la Russie donne le blé, d'accord, mais comme disent les Chinois, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. La Russie donne du blé, donc elle nous donne le poisson, mais en même temps, la Russie donne les engrais, elle nous apprend à pêcher. Mais les engrais sont bloqués pour ne pas arriver en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des forces externes qui vont manœuvrer au maximum de leur capacité pour que les engrais n'arrivent jamais en Afrique, pour que les Africains soient toujours mendiants de la nourriture des autres pays. Même si le mot mendiant ne plaît pas à des gens, c'est la vérité. Donc, vous allez voir, c'est depuis les engrais russes sont déjà dans les occidentaux où ils sont bloqués. Parce qu'on a dit qu'on va donner ça aux nègres. Mais eux, ils sont habitués à saigner les nègres. Ils sont habitués à les traiter comme des vaches hollandaises. Et voilà que quelqu'un veut leur donner cadeau pour qu'ils sortent de leur anémie qu'ils ont infligée à nos peuples, à nos populations depuis plus de 60 ans, des singeries qu'on appelle indépendance. Donc, ils vont tout faire pour bloquer ces engrais, histoire de dire, ah, les Russes vous ont promis, vous n'avez rien eu. Mais je suis sûr que Macron, et je dis Macron, que Dieu me garde, que Poutine et des volontés comme celle de Traoré, comment on l'appelle, Assimi Goïta, et bientôt du général Tiani, des volontés comme ça vont faire que vaille les engrais arriveront et nous irons au champ. Et la prochaine fois qu'on retournera à Saint-Pétersbourg, à Sochi ou ailleurs en Russie, on ira avec des cadeaux alimentaires pour Poutine et pour son peuple. Nous, les Africains que nous sommes, mais nous pouvons vendre beaucoup de nourriture en Russie, ne serait-ce que les fruits tropicaux. Ça fait au moins 150 millions de citoyens russes qui mangeraient bien nos bananes, nos oranges, nos mangues, mais tous les fruits. Aujourd'hui, c'est les Brésiliens qui en tirent le plus profit. Donc, les Africains doivent produire leur blé pour le prochain sommet Russie-Afrique, mais ils doivent arriver aussi avec leurs fruits parce que c'est des mangues, des oranges. Avec des mangues et des oranges pour donner au peuple russe qui n'en produit pas du fait de son climat. Voilà. Ouais, j'aimerais rebondir un tout petit peu sur la question en disant que déjà en 2010, la Russie dépendait fortement du blé français. Ouais.
Et en 2014, Jusqu'aux les sanctions de l'Union européenne et de l'OTAN et tout les ont amenés, après avoir occupé la Crimée, les ont amenés à se ressaisir et à se relancer. Et aujourd'hui, ils sont exportateurs, ils sont pratiquement, je crois, c'est la première puissance exportatrice de blé au monde. Et après, c'est l'Ukraine qui suit. Et donc, je pense que s'il y a la volonté politique, on peut faire quelque chose en Afrique. Et c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de dire. Aujourd'hui, c'est vrai que les Occidentaux veulent nous maintenir dans cette dépendance à vie d'eux. Parce que moi, je dis souvent que nos pays en Afrique sont comme des enclos. Des enclos pour l'Occident où ils viennent déverser les produits gâtés. Vous voyez, les habits gâtés chez eux, là, qu'on appelle friperie, c'est chez nous, ils déversent. Les véhicules qui ont des dizaines d'années, des vingtaines d'années, qui ne sont plus utilisables, qui dégagent trop de gaz toxiques, on nous les envoie dans nos ports et tout. Et donc, pour eux, nous sommes un dépotoir. Mais s'il y a la volonté politique, avec cette jeunesse qui sait ce qu'elle cherche, je crois qu'on va remonter la pente. Et rapidement, les gens auront des vertiges. Donc, il y a des puissances qui sont en train de manœuvrer effectivement dans l'ombre pour que ça n'arrive pas. Mais nul ne peut cacher le soleil avec sa main. L'heure de l'Afrique est en train de sonner. Beaucoup pensent que c'est l'heure de la Chine et de la Russie. Mais moi, je vois derrière l'heure de l'Afrique. Mais il faut que les Africains eux-mêmes se ressaisissent. Sinon, ils vont être victimes de leur heure. Parce que d'autres viennent déjà commencer par investir chez nous. Donc, il y a cette question d'investissement aussi qui est à voir. Et il y a le travail qui est à faire. La Russie va nous importer effectivement les engrais. Mais que faisons-nous de nos phosphates en Afrique? Le Togo a du phosphate. Que faisons-nous? Pourquoi ne pas installer nous-mêmes des industries de transformation de nos phosphates? Il y a le Maroc qui est aussi un grand pays exportateur plutôt de phosphate. Pourquoi n'installons-nous pas des unités de transformation en phosphate chez nous? Qu'attendons-nous? Souvent, j'entends parler des questions de financement, mais il y a d'autres alternatives pour financer aujourd'hui de grands projets. On en parlera si le besoin se fait sentir. Mais aujourd'hui, moi, je dis bravo à Ibrahim Traoré parce qu'il a su dire à la face du monde ce que nous, la jeunesse, nous pensons bas. Et tant pis pour notre ami, comment on l'appelle, Macky Sall, qui se sent morveux, se mouche. Il s'est senti vraiment morveux, il s'est mouché. Et on lui souhaite quand même bon vent parce que son heure même a sonné. Et on pense qu'il doit laisser la jeunesse qui est en train de monter faire son travail. Il n'a qu'à laisser notre jeune confrère Sanko accéder librement à la magistrature suprême du Sénégal pour faire le travail pour lequel il a été appelé. Pourquoi il veut empêcher ce dernier à développer le Sénégal? Du coup, c'est un appel également à lui, s'il nous écoute, ou bien si un de ses amis nous écoute, qu'on lui dise que la jeunesse africaine est derrière Ousmane Sanko, elle est tout droit, elle est très forte, et que Ousmane Sanko, c'est notre Sankara du Sénégal, et nous le soutenons comme ça se doit. Merci. Nous allons rester toujours avec le discours du capitaine Traoré. Il a évoqué un aspect aussi, c'est le VDP, les civils qui se sont engagés à défendre leur pays au Burkina Faso et qui sont traités de tous les noms, de milices, de chair à canon. Il a fustigé ces appellations-là. Ça, c'est un scandale et une grosse honte, surtout quand c'est des papators français qui racontent de telles âneries. Mais quand la France a été attaquée et que les Français ont fui comme des lapins devant les troupes allemandes, mais qui a sauvé la France? D'abord un général, De Gaulle. Aujourd'hui, il semble que les militaires n'ont pas le droit de prononcer un mot politique. C'est un général, en l'occurrence De Gaulle. Et de l'autre côté, un autre général, même maréchal, Pétain, a préféré signer l'armistice avec les Allemands et donner plus de la moitié sud de la France aux Allemands. Mais tout ça là, dès que les Français se sont réveillés, ils ont dit mais c'est pas possible. La France est un grand pays. Napoléon a été le militaire européen qui a fait le plus de conquêtes. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui les Français fuient devant les Allemands comme des lapins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés dans les maquis pour faire la résistance. Ils n'étaient pas militaires. C'est des civils, c'est des bouchers, c'est des menuisiers, des mécaniciens, des fermiers. Ils se sont organisés
pour combattre les Allemands, quand on parle souvent des maquis du Vercors et de tant d'autres maquis restés célèbres. Et ces gens sont célébrés aujourd'hui en France comme des héros et non des miliciens. Voilà. Pourquoi, quand des Africains veulent défendre leur pays, ils deviennent des miliciens? Comme si c'était des bandits. Mais c'est parce qu'ils savent que dans nos pays, si le peuple et la jeunesse se lèvent et portent les armes, aucun terroriste ne peut nous occuper. Or, leur plan, c'est de nous faire occuper par les terroristes. Nous encourageons les VDP burkinabés à servir de fer de lance à la jeunesse africaine qui, un jour ou l'autre, sera obligée de se lever pour défendre leur pays. Donc, dire que c'est des miliciens, c'est une insulte à tous les maquisards du Vercors et d'ailleurs qui ont lutté pour libérer la France. Je ne crois pas qu'un Français censé, connaissant tant soit peu un petit bout de l'histoire de son pays, ne peut traiter les VDP de milices. Les milices, on sait où elles étaient en France, en ce moment-là. Et comme il a dit, gloire au VDP, gloire au peuple burkinabé, oui, votre réaction? Oui, effectivement. Bon, à les entendre parler, on croirait que ceux qui sont militaires de fonction sont nés militaires. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né militaire? Moi, je n'en connais pas. Ils ont été tous formés. Ouais. Mais pourquoi on recrute des VDP qui sont formés également et à qui on donne les armes pour aller combattre? Pourquoi on les traite de miliciens quand ils travaillent pour leur pays? Pourquoi on les traite de miliciens? Pour moi, la définition de milicien, c'est un petit club qui est à la solde de quelqu'un pour aller commettre des actes, bon, souvent de banditisme ou autre. Et donc, comment qualifier un peuple souverain qui décide de former sa jeunesse, à qui il octroie des armes pour aller défendre la patrie? Comment on peut les qualifier de miliciens? Je me rappelle, pour aller dans le même sens que mon doyen Kegiwe, de la période de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus, ils ont recruté des gens en Afrique ici, ils les ont formés sur l'État comme ça pour aller les défendre en France. Donc c'était des miliciens selon eux. Bon, moi je dis, Ibrahim Traoré fait un travail un peu spécial et capital en Afrique. Quand le Mali a fait appel aux agents russes pour les aider dans les premiers jours, les gens les ont critiqués, ils disent oui voilà Wagner en Afrique, Wagner. Maintenant le jeune, il a fait le choix de défendre son pays par sa propre population, par sa propre jeunesse. Maintenant, on trouve des arguments pour traiter ce dernier-là de tous les noms. Quand c'est les locaux on crie, quand c'est... Oui, mais qu'est-ce qu'on veut? Vous savez, moi je dis, les Français, ils ne veulent pas que l'Afrique se développe. Ils ne veulent pas que l'Afrique lutte contre le terrorisme, parce que c'est eux qui financent le terrorisme. On en parlera tout à l'heure quand on sera sur le cas Niger. Comment la France finance le terrorisme, on va décortiquer. Et donc, ils ne sont pas contents quand la population fait corps avec son armée pour maintenant combattre les djihadistes. Et n'oublions pas que Bazoum en a fait cas, il a dit que les terroristes sont plus aguerris que nos armées. Mais comment un président de la République peut dire des conneries pareilles? Excusez-moi le terme. Et donc, Ibrahim Traoré a fait le choix de travailler avec la population burkinabèse. Il a fait le choix de mobiliser le financement nécessaire pour financer tout ça là par la population. C'est déjà quelque chose qui est alloué et nous, on est totalement en phase avec ce dernier. On le soutient à 100%. Alors, je reste avec vous. Ibrahim Traoré applaudit à Saint-Pétersbourg au moment où Bazoum est déchu. Un dernier mot sur ce discours, bien le sommet Russie-Afrique, avant qu'on aille au Niger maintenant. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop ces sommets Russie-Afrique, Corée-Afrique, Japon-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique, France-Afrique, Bénin-Afrique. Je ne sais pas quoi, c'est des noms qui me font mal au cœur. Sincèrement, les pays africains, c'est tout un continent, ce ne sont pas des pays. Il faut qu'on arrive maintenant à se faire respecter. Si un pays veut négocier avec nous, que le pays vienne vers nous. Mais tant que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas, tant que nous-mêmes, nous ne nous affirmons pas, je crois que les autres ne vont pas nous respecter, les autres ne vont pas nous donner le respect qui nous revient. Voilà pourquoi on nous maltraite partout dans le monde. Partout, vous allez voir, les Noirs sont malmenés. Donc, moi, personnellement, ces sommets-là, je ne les goûte pas trop, quoique ça peut apporter quand même des résultats positifs, comme c'est le cas avec la Russie. Mais j'appelle plutôt nos chefs de l'État, les chefs d'État de nos pays, à travailler, à faire en sorte que nos pays aussi se hissent à un niveau un peu plus élevé et respectable, afin que les autres, quand ils veulent travailler avec nous, que ce soit eux
qui viennent vers nous, qui viennent organiser les choses chez nous ici et non nous inviter à chaque fois. Parce que si vous suivez d'autres présidents de ce sommet comme le président Ambalo et le président Sassou Nguesso, ils ont eu tous les problèmes au monde pour pouvoir aller en Russie. Les avions étaient bloqués à des niveaux à cause des histoires d'assurance et ceci et cela. Et donc, ils n'ont pas honte de dire des choses comme ça sur des chaînes internationales. Moi, j'invite les Africains à commencer par travailler sérieusement parce que nous avons besoin de mettre en place des industries, nous avons besoin de mettre en place des systèmes de production très très rentables pour nous hisser à un niveau très élevé afin que nous puissions être respectés par les autres et non être toujours traînés partout comme des brindilles dans l'eau. Voilà. Oui. Les sommets Afrique machin, Afrique ceci, Afrique cela, Afrique chouette, Afrique Turquie, Afrique Russie, Afrique Japon, Afrique Chine, Afrique Corée. Mais ça vient d'où? C'est la France qui fait sommet France-Afrique. Les autres ne font qu'imiter ces mauvais exemples dégradants pour les Noirs. C'est la France qui a appris ça aux autres. Que les chefs d'État africains, tu peux les appeler, ils vont courir comme les moutons, et puis tu vas leur donner des ordres, toi, si, toi, ça, toi, mon industriel, tel doit construire telle route chez toi, toi, ceci, telle mine doit être exploitée par tel autre oligarque. C'est la France qui a appris ça aux Chinois, aux Japonais, aux Turcs, aux Coréens et aux Russes. Malheureusement, c'est que le format du Afrique-Russie, c'est pas d'infantiliser les Africains, mais c'est de les traiter comme des humains et de leur parler comme on parle à des humains. Tu as vu, arriver à Saint-Pétersbourg, tout chef d'État avait droit à son escorte, son motard, sa voiture. Mais dans d'autres pays, on les entasse dans un bus comme des écoliers. Et c'est seulement aux Africains qu'on fait ça. Tu ne peux pas faire ça à des présidents asiatiques ou latino-américains. C'est pas possible. Donc, les gens ont vu ce que la France fait et ils ont dit, bon, nous on va faire la même chose, mais on va améliorer ça pour s'attirer la faveur des Africains. Maintenant, ils ont mis tous les moyens pour empêcher les Africains d'aller à Saint-Pétersbourg. Malgré ça, 17 chefs d'État, ils sont arrivés et le reste du continent, je crois, il y a à peine 3 ou 4 pays qui ne sont pas allés. 3 pays. Si Bazoum était à Saint-Pétersbourg, il n'aurait pas eu son coup d'État. Voilà. Alors, nous allons donc quitter Saint-Pétersbourg pour revenir en Afrique. Nous restons au Sahel, au Niger. Je le disais tantôt, bien avant l'ouverture de ce sommet, une surprise est venue du Niger, du moins une surprise pour certains, parce que vous, justement, Kegewe, vous annonciez ça déjà ici, vous aviez averti Bazoum, il devrait se préparer. C'était une prémonition ou bien une vision claire de la situation? Non, écoutez, je n'ai pas le don de prémonition, de voyance, je n'ai pas ça. Et même si j'avais ça, je ne viendrais pas exercer ce talent à la télé. C'est pas possible. Au fait, ce que j'ai dit, les gens disent, vraiment, tu as dit ceci, tu as prévu. Non, c'est juste le résultat d'une analyse. Écoutez bien. Bazoum, bon, toi, tu aimes les Français, les Américains, les soldats, tout chez toi. Prends-les. C'est ton droit, non? Tu es souverain, tu es un pays, du moins c'est ce qu'on croyait, que c'est un pays souverain. Maintenant, tu envoies un général complètement débile. J'ai déjà parlé de ce général ici. Les gens m'ont accusé de l'avoir insulté. Tu l'envoies dire aux Maliens et aux Burkinabés qu'ils ont commis une erreur de chasser les armées occidentales et que ils vont voir. Ils seront voilà. Ils seront écrasés. Bazoum, si ton général dit ça et si tu n'es pas d'accord, rappelle-le à l'ordre. Ça ne suffit pas. Tu te lèves toi-même, tu t'installes, chef de l'État, tu dis, les mercenaires sont mieux armés, mieux aguerris que nos armées. Mais ce n'est pas possible. Cette seule insulte vis-à-vis de l'armée nigérienne méritait un coup d'État. Je ne sais même pas pourquoi on l'a laissé traîner jusqu'à aujourd'hui. Toi, la France, il fallait lui dire, mon ami, nous on marche sur les œufs ici, il ne faut pas nous compliquer la vie. La France, tu n'as pas dit ça, tu as applaudi. Toi, Bazoum, tu envoies ton général, et pas des moindres, chef d'état-major de l'armée des armées du Niger. Il s'appelle quoi? Maudit. Oui. Tu l'envoies rencontrer ton collègue du Mali. Et il revient. Le lendemain, un général français
je ne sais pas si ce général même est plus gradé que Modi, atterrit à Niamey avec l'ordre de Macron de débarquer le général Modi et tu le débarques. Mais donc, je dis aux Français, quand un pays vous soutient, évitez de ridiculiser son président. Cette histoire du général Modi était une façon de ridiculiser Bazoum et de dire aux Nigériens que vous n'avez pas de président. Chez nous, c'est à Paris, à l'Élysée, que tout se décide. Ces frustrations accumulées devraient conduire à un coup d'État. C'est après ces analyses que j'avais dit ce que j'ai dit. Sinon, je ne connais même pas le Niger. Comment je peux arriver à une telle conclusion? Et ça n'a pas raté. Un chef de... Tu imagines Poutine disant aujourd'hui, ah non, les Ukrainiens sont mieux armés que nous, donc bon, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Au fait, ce serait une façon de dire à l'armée du Niger, rendez-vous au désiderata de la France. Quand Bazoum dit que comment on appelle ça, les terroristes sont mieux armés, mais je crois que il y a quelque chose, c'est un message qui nous a passé, on n'a pas compris. Il ne parlait pas des terroristes qui se promènent dans la savane. Il parlait des gens que le Mali a chassés et qu'il a gardés chez lui. Ils ne sont pas des terroristes, ce sont les forces européennes. Appelle-le comme tu veux, mais chacun a son terroriste. Ah d'accord. Chacun a son terroriste. Je dis, c'est d'eux que Bazoum parlait. En disant, ils sont mieux armés, ils sont plus aguerris. Bon, d'accord, ils sont sur place, les militaires ont pris le pouvoir. Bon, selon les menaces, on va jeter des armées contre eux. À l'heure où nous parlons... tout à l'heure. Non, laisse-moi finir mon idée. À l'heure où nous parlons, les chefs d'État de la CEDEAO sont là-bas pour réciter l'évangile selon Macron. Bon, d'accord. Et le plus grave, c'est qu'ils ont fait venir quelqu'un, en l'occurrence le président tchadien, qui n'a jamais été démocratiquement élu, sauf par le sang de son papa qu'on a tué en direct devant lui. Et il vient parce qu'on sait que les Tchadiens sont des soldats aguerris. On veut les mettre dans le coup pour aller attaquer les Nigériens. Un seul message aux Tchadiens. Ne mettez pas votre doigt dans cette forfaiture parce que après le Niger, tous les pays environnants seront attaqués. La France et l'OTAN ont besoin de vos pétroles, de vos uraniums et ne croyez pas que vous allez échapper à leur appétit vorace. Alors, ça, c'est votre première introduction sur les sujets du Niger. On sent que ça va chauffer. Je viens à vous, Chassim. Que dites-vous, Chamsi, excusez-moi. Que dites-vous de ce coup d'État au Niger? Surprise pour vous ou bien on pouvait s'y attendre? On s'y attendait depuis. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus à quelle ère nous sommes. Les choses ont changé en Afrique. Mais beaucoup continuent de penser qu'ils étaient encore dans l'Antiquité. Vous voyez, il y a eu un moment de cela, c'est la France qui faisait des coups d'État en Afrique. La France appuyait sur un bouton et puis tel général qui a été formé à Saint-Cyr se levait et puis faisait son coup d'État pour servir la France. Et c'est ainsi que beaucoup de nos vaillants patriotes sont morts. Des dirigeants patriotes sont morts comme ça. Mais aujourd'hui, les données ont changé. L'information circule à grande vitesse. Les événements vont très rapidement à l'autre bout du monde. Et tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe. Le doyen a expliqué beaucoup de choses tout à l'heure, dont je vais revenir sur un principal. C'est quand Bazoum dit que les terroristes sont plus aguerris que l'armée nigérienne. Moi, je dis ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont accès aux armes les plus sophistiquées, ils ont accès à tous les financements possibles et ils ont la liberté de mouvement. Alors, qui sont ceux qui fabriquent les armes les plus sophistiquées au monde? Qui sont ceux qui ont les plus gros financements au monde? Qui sont ceux qui ont cette liberté de survoler nos pays comme ils veulent, quand ils veulent, autant de fois qu'ils veulent? Il n'y a qu'un seul nom, c'est la France et ses alliés. Ils ont des drones, ils ont tout pour sillonner le désert à tout moment. Ils ont en temps réel la position de n'importe qui. Alors, le Mali a dû s'équiper des missiles pour pouvoir dissuader la France de continuer à survoler son pays. Et donc, ces terroristes-là sont informés, guidés, nourris, financés, équipés, blanchis. Par qui?
par la France. Vous savez, il y a un général nigérien qui parlait la dernière fois, qui disait que comment un président de la République peut donner l'ordre de libérer des terroristes qu'eux, ils ont eu à arrêter et enfermer. Et il se lève un bon matin et dit libérez-les. Et vous êtes obligé de les libérer parce que c'est le chef de l'État qui l'a dit. Mais il ne fait que libérer ses collègues. Et donc, cela veut dire que Bazoum est au courant de ce que représente le terrorisme au Sahel. Lui et ses amis, ses alliés qui veulent déstabiliser l'Afrique. Mais vous savez ce qui me plaît dans toute cette histoire? C'est que quand ton heure a sonné, c'est que l'heure a sonné. Tout ce que le diable fait pour te nuire se retourne contre lui. Vous savez, cette histoire de terrorisme a été inventée par les Occidentaux pour faire quoi? Pour encore maintenir l'Afrique dans le noir, pour l'enfoncer un peu plus. Mais voyez comment cette histoire-là se retourne aujourd'hui contre eux. Grâce au terrorisme, nos États sont en train de se libérer. Beaucoup de personnes sont en train d'ouvrir les yeux. Les Assimi Goïta, c'est au cours de la guerre qu'ils ont compris que, mais voilà, ceux-là qu'on applaudissait, mais ce sont en fait nos ennemis, les vrais. Parce qu'avant, ils se cachaient derrière les magouilles. Vous voyez un peu, si on veut rentrer un peu plus dans l'histoire, vous allez voir que la France passe par Areva pour financer à grande échelle le terrorisme au Sahel. Nous allons en revenir tout à l'heure, mais j'aimerais dire que moi j'applaudis avec mes deux mains, mes deux pieds à la fois, le coup d'État au Niger. Je salue les compatriotes nigériens qui ont pris, et vous voyez même, l'audace est venue de la garde présidentielle. Ce n'est pas un autre corps. En fait. Voilà. Ça veut dire que c'est des gens là qui sont à l'écoute. Ils entendent tout. Tout ce qui se fait, ils sont au premier rang, ils savent. Ils ont été offusqués jusqu'à un degré où ils ne peuvent plus supporter ce gars qui se targue d'être je ne sais quoi et qui insulte n'importe qui. Donc, aujourd'hui, on doit applaudir le coup d'État au Niger et on soutient à 100% les militaires qui ont pris le pouvoir, mais on les met également en garde. Il ne faut pas qu'ils oublient le Mali et le Burkina. S'ils font des faux pas, il y aura un coup d'État rectificatif. Voilà. Alors, que dites-vous? C'est la garde du président Bazoum qui lui fait un coup. La même garde qui avait déjoué des coups quelques mois plus tôt ou des années plus tôt, bien avant même son investiture. C'est la même garde qui lui fait un coup. Que doit-on y comprendre? C'est la preuve qu'il y en a marre. Parce que la garde a compris que les terroristes dont parle Bazoum, c'est ses amis français et leurs supplétifs dans le pays. La garde a compris ça. Et aujourd'hui, la preuve va nous être donnée que si un pays reçoit des bases françaises ou occidentales, il se condamne à mort parce que si le petit Macron est en train de gueuler à Paris, lui ne va pas accepter ça, il va attaquer, si on l'attaque, mais parce qu'il a des soldats sur place. Sinon, de quel pouvoir il dispose pour menacer les Nigériens? Mais en attendant, il faut passer quand même un message aux Nigériens, aux marcheurs aujourd'hui à Niamey. Évitez d'attaquer les ambassades, évitez les violences contre les diplomates. Vous voulez donner un prétexte aux Occidentaux pour intervenir. Il suffit qu'on dise, on a tapé un diplomate français, anglais, américain, on va dire, on veut tuer tous les Occidentaux à Niamey. Donc, comme à Kolwezi, la Légion va sauter. Parce que la Légion avait sauté sur Kolwezi au temps de Mobutu, juste parce qu'on a dit qu'on est en train de massacrer les Belges, les Blancs. Donc, ne donnez pas, j'ai dit bien aux marcheurs, au M62, le mouvement de la société civile, dit à tes marcheurs de ne pas se laisser infiltrer par des agitateurs payés par la France pour aller violenter les ambassades et les diplomates. Évitez ça. Vous n'êtes pas des étudiants iraniens à Téhéran dans les années 78-79. Nous, on était étudiants. Évitez ce scénario. Assimi Goïta a été applaudi. Ibrahim Traoré a été applaudi parce qu'ils n'ont exercé aucune violence contre personne. Imitez exactement ce qu'ils ont fait et vous allez vous en sortir. Maintenant, le coup d'État en lui-même, c'est la garde présidentielle. Ce général Tchiani, plus d'une fois, il a sauvé Bazoum d'un coup d'État. Si aujourd'hui il se lève, c'est qu'il y en a marre parce qu'il voit que c'est la plaque tournante du terrorisme contre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Niger. Aujourd'hui, l'acte de Tchiani libère pas seulement le Niger, ça libère le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin. Regardez bien une carte et vous allez voir comment les terroristes ont fait du Niger
leur épicentre, et de là, ils rayonnent pour venir massacrer nos armées. Donc, Tiani est un héros non seulement pour le Niger, mais tous les pays qui souffraient du terrorisme que Bazoum et ses alliés encourageaient à partir du territoire nigérien pour envahir les pays voisins. Alors, nous allons marquer bientôt la pause. Nous rappelons aux chers téléspectateurs qui peuvent réagir dans la deuxième partie de cette émission, et ce sera sur notre numéro le plus 200 indicatif 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31. Nous allons marquer la pause, puis on vous reprend pour la suite de cette émission.